my own stuff. Well, then keep going. I'm DJ Doggy Dog. Ok, c'est parti. Hello, Bonjour, je suis Jérémy de Gruzon, le réalisateur des Inséparables, et vous regardez les coulisses du film. Aujourd'hui, le film est fini, mais avant cela, il y a eu un énorme travail, donc revenons 3 ans en arrière pour la première étape, qui est l'histoire. Ce projet est basé sur un scénario écrit à l'origine par Joel Cohen et Alex Sokoloff, qui sont les scénaristes du premier Toy Story. Don est une marionnette pleine d'imagination, mais fatigué de jouer le bouffon jour après jour. En fait, il rêve d'être un vrai héros. Un jour, il décide de quitter le petit théâtre de marionnettes pour découvrir le monde réel, qui s'avère être New York. Il part à la recherche du château dans les nuages, et en chemin, il va rencontrer... I'm DJ Doggy Dog. I don't really have any friends. Well, you have one now. C'est le début d'une grande aventure d'amitié au cœur de la ville de New York. Alors que le scénario se peaufine, nous commençons à travailler sur la conception des personnages, avec beaucoup de recherches et de dessins. Alors Don, c'est le personnage principal du film, c'est une vieille marionnette en bois. Alors d'abord, on l'a déguisé en bouffon, évidemment. Ensuite, il a un autre costume quand il décide de quitter le théâtre, mais ça reste toujours un petit peu cheap. Et dans ses fantaisies, il se rêve vraiment comme un chevalier, quelqu'un d'assez fort, un espèce de super-héros, un peu prétentieux quand même sur les bords. And I'm stronger than you. Et maintenant, on va parler de mon personnage préféré. I'm DJ Doggy Dog. Quand on fait le character design, on va tester différentes pistes. Par exemple, sur DJ Doggy Dog, au début, c'était un pingouin. Et puis après, on a testé un nounours, et finalement, c'est devenu un petit chien. Mon petit pote DJ Doggy Dog, il a l'air cool comme ça. Mais en fait, il a une insécurité profonde. En réalité, ce qu'il souhaite, c'est trouver un crew, trouver des amis, trouver une nouvelle famille. Tout comme Don, qui joue tout le temps le bouffon, dit, elle joue tout le temps la demoiselle en détresse. Et ça l'énerve parce que elle, ce qu'elle veut, c'est sauver les gens et pas se faire sauver. Ce que j'aime beaucoup dans la troupe de marionnettes, c'est que ça fonctionne un peu comme ça dans la vie. Il y a toujours dans la classe quelqu'un ou dans la troupe un personnage populaire. Ici, c'est Alfonso. Son côté ridicule est parfaitement incarné dans la création de son personnage, avec un torse gonflé symbolisant son ego de mesuré. Bah évidemment, Alfonso, dès que ça commence à chauffer, il devient un gros lâche. Et c'est Ti qui prend le lead. Alors Sonny, c'est un personnage un peu particulier. Au début, Sonny devait s'appeler Noggin et c'était une tête de poupée qui n'avait pas de corps. On trouvait ça un petit peu flippant. En plus des marionnettes, nous avons aussi des animaux. C'est des animaux plutôt urbains qu'on trouve à New York. Et aussi, et ça j'aime bien, c'est un cafard. Parce que je trouve qu'un cafard, ça représente un petit peu le côté sale de New York. Parce que c'est pas toujours... Évidemment, il y a des humains. Alors les humains à New York sont très cosmopolites. On a des policiers, mais aussi des voleurs. Qui cherchent simplement à gagner de l'argent facile. Money, money. Bon, ok, je sors. Je finis les personnages en vous parlant des créatures fantastiques, fruits de l'imagination de Don. Un balai se transforme en gobelin, un petit chien peut devenir un lion, les ailes d'un moulin deviennent les ailes d'un dragon, une bouche d'égout peut devenir une bouche de baleine. Bon bref, vous avez compris l'idée. Dans la pré-production, on travaille aussi donc les décors, qui est l'univers du film, la toile de fond de l'histoire. Alors d'abord, il y a le théâtre de marionnettes qui est ancien, un peu vieux dans son jus, ça sent un petit peu le vieux brocanteur, mais les marionnettes se sont appropriées le décor pour leurs besoins. Ils ont rajouté des petits ponts, il y a des petits lits, il y a des petites échelles, et ils ne connaissent que ce monde, ils ne sont jamais sortis du théâtre. Ensuite, il y a Central Park, bien évidemment, qui est l'extérieur, le lieu de l'aventure pour Don et DJ. C'est un décor énorme pour leur échelle. Pour Central Park, nous avons choisi de montrer certains endroits bien spécifiques qui sont très représentatifs de ce parc que tout le monde connaît. Et les rues de New York, évidemment, il y a Times Square qu'on a mélangé un petit peu avec Broadway. Et il y a aussi les docks qui sont un endroit un peu plus inquiétant. C'est là où Don va aller sauver les autres marionnettes. Et enfin, il y a les fantaisies qui sont des décors très particuliers. Et je vais laisser parler Christopher Grau, qui est le directeur artistique pour cette partie du film. L'idée qu'on a voulu, c'est surtout créer un monde beaucoup plus excentrique, beaucoup plus grand et créer vraiment un monde imaginaire très développé. Donc en agrandissant l'échelle, en mélangeant le réel avec le fantasy pour vraiment représenter ce que le personnage lisait dans les livres et la réalité qui va être confrontée au fur et à mesure. Donc, au début, c'était juste les réalités liées au théâtre, le seul monde qu'il connaissait. Et après, au fur et à mesure, on va développer où lui va partir dans la rue, on se retrouve dans New York. Et à travers des référents de New York existants, on va créer un monde qui est beaucoup plus imaginaire et qui va permettre plus de variété dans les couleurs, dans l'interprétation et tout ça. Et pour aussi renforcer cette idée des mondes particuliers, on a décidé de partir sur un traitement complètement différent.
où on est dans des aplats que du côté très volume, très 3D qu'on peut avoir dans notre logique actuelle. Donc voilà les différents mondes et les retranscriptions qu'on a voulu faire en amenant plus de couleurs et plus de variété et quelque chose de beaucoup plus fou comparé à la réalité qu'on peut avoir dans le film. Le passage de la 2D à la 3D, c'est ce qu'on appelle le look dev. Quand les décors et les personnages sont conçus en 2D, il faut maintenant les passer en 3D sur ordinateur. La modélisation, c'est créer le personnage en volume sur ordinateur avec beaucoup de polygones. Et ça, c'est la version modélisée de mon petit pote DJ. Quand le personnage ou l'accessoire est modélisé, on va l'habiller de couleurs et de matériaux. On va mettre du tissu, on va mettre du verre, du bois. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le shading. Alors évidemment, les artistes, ils ont besoin de références. Alors on fait ça avec ce qu'on appelle des call-outs, avec beaucoup de photos, des références. On sait que ça c'est du bois, on sait que ça c'est de la pierre, on sait que ça c'est usé ou ça c'est neuf. Quand les personnages sont habillés, ont leur couleur, il reste encore à rajouter des poils, des cheveux. C'est ce qu'on appelle le grooming. Le grooming, c'est comme si c'était de la coiffure virtuelle. Quand les personnages sont modélisés, il faut aussi faire ce qu'on appelle le rigging. Alors ici, moi là, je suis en train d'expliquer à Raphaël, notre superviseur rigging, comment on doit faire. Non, c'est pas vrai, j'y connais rien. Le rigging, c'est rajouter des contrôles pour le personnage. C'est rajouter à l'intérieur une structure pour pouvoir bouger les bras, la tête, les pieds, les jambes. Et aussi, on rajoute une interface pour le visage, pour pouvoir bouger les lèvres, faire parler le personnage, le faire cligner, lui donner une expression qui soit vivant. Quand les personnages et les décors sont en train d'être fabriqués, il faut aussi commencer à faire le film en lui-même. Yo, what's up? Hello, I'm Don. I actually got goosebumps. Au début, on commence par l'enregistrement des voix. Assez rapidement, on va les monter et ça permet de donner un premier rythme au film. On va monter aussi des dessins, c'est ce qu'on appelle le storyboard. Le storyboard, c'est la première étape de la mise en scène. On va commencer à dessiner le film. From now on, I will be known as Don Quixote, the noble knight of La Mancha. Hey, Don, what are you all dressed up for? Et le passage des séquences en 3D, ça s'appelle le layout. Alors le layout, c'est on passe à l'intérieur de la machine. C'est comme si on avait un petit studio de cinéma dans notre ordinateur où on peut positionner les personnages dans le décor et positionner les caméras. C'est là où on va pouvoir mettre en place une première cinématographie de la séquence. Mais évidemment, en layout, les personnages sont animés de façon très primaire. Ils n'ont pas encore vraiment de présence à l'écran. Et on doit passer à l'étape suivante qui est l'animation. Et alors pour l'animation, j'ai demandé à Sébastien d'en parler à ma place, car il est bien meilleur que moi pour ça. We got little puppets with controls all over and can be manipulated from all sides, moved, rotated, anyhow we want them. In this case, Don is falling, taking a little horse, riding it, and falling again. Looks like falling is one of his specialties, so he's talented at that kind of stuff. All these controls that we have here, they're also represented on some kind of map. It's like a body map, and we can just select here on this map, which is really easy to access any control that we want. Like for example, his feet, they're right there on the bottom, his hands, anything that we need to move. We also have another map, and that's the map of his face, which we also have to animate according to the expression that we need to show. If I want to make him angry in one single shot, whoop, that's it. I move two controls, and he's angry. And he's back happy. My job as an animator is to practically give life to these characters that I'm animating, to make sure that they look like they're running, expressing themselves, laughing, climbing, falling, like in real life. That it's actually convincing the audience that what I'm doing right here, it's something real, and it's believable. This process of animation is practically really slow. We have to animate about 1.5 to 2 seconds per day of finished animation, frame per frame. That's a little frame there, 1 little second. Each second has 24 little images that are moving really fast, so your eyes can read the animation. Now this is a tale. Alors on a aussi eu la chance de travailler avec Chris Marquez et Jacqueline Spencer. On a eu une superbe collaboration pour la chorégraphie. C'est la première fois qu'on travaillait ensemble avec des chorégraphes. En fait, on s'est rendu compte que la danse était assez proche de l'animation parce que ça parle de timing et de posing. Quand les personnages sont animés, on va rajouter une passe de caractères FX, donc des effets de vêtements comme une cape, les cheveux qui vont bouger, ou même une voile sur un bateau. Alors c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de simulation sur ordinateur, et des fois, ça marche pas toujours bien.
Tous les départements ont un bêtisier, mais celui des caractères FX vaut vraiment le détour. Alors, comme Les Inséparables, c'est un film d'aventure, il y a aussi beaucoup d'effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux, c'est quoi? C'est l'eau, c'est le feu, c'est la fumée, c'est des effets de nourriture, c'est des effets de confetti, c'est tout ce qui nous demande une simulation qui n'est pas animée à la main. Plein de choses super spectaculaires, vraiment, on a une équipe d'enfer. Et pour les scènes de fantasy, surtout au début, parce qu'elles sont inspirées de livres, on a fait des effets spéciaux un peu particuliers, c'est des effets 2D qui sont dessinés à la main. L'étape finale pour l'image, c'est le lighting compositing, et je laisse Christopher Grau, notre directeur photo, vous en parler. Puiser dans la recherche du scénario et ramener les émotions et les rendre encore plus fortes. Et on fait les color keys qui sont plus liés vraiment à la mise en scène actuelle de notre film. Et on retravaille pour mettre en avant les différentes situations. Par exemple, des séquences qui se passent comme ceci, qui sont de nuit, où là on joue plus sur l'importance de la lampe, sur le personnage et le fait que ce soit de nuit, des cambrioleurs, donc une ambiance assez resserrée, et après on joue avec les lumières. On peut aussi se retrouver avec des choses beaucoup plus ensoleillées, qui reflètent un mood plus positif et une ambiance plus joyeuse à la séquence. Comme on travaille avec les fantaisies, on a aussi joué sur ce contraste qu'on expliquait tout à l'heure, où on peut passer d'un seul coup à un monde totalement différent qui reflète aussi l'imaginaire du personnage, qui est plus dans un monde héroïque dans sa tête comparé à la réalité qui est plus stagnante. Les pluies qui créent une ambiance beaucoup plus triste et on part sur des couleurs très grises et en opposition. C'est un renouvellement, donc on va amener le soleil qui rentre, mais on a quand même la pluie et malgré le soleil, on a un fond assez gris pour marquer l'ambiance triste des parents qui ont perdu leurs enfants. Donc après, comment ça se passe exactement? C'est que nous, on définit avec l'équipe de lighting, donc c'est un travail d'équipe, c'est un truc à pas oublier. Donc nous, on est là pour diriger, mais il y a des gens talentueux en dessous qui viennent aussi. Et donc tout ça, c'est un travail fait directement dans Maya où on crée nos lights et on a une liberté où on peut déplacer ce qu'on veut. Et après, on a une phase de compositing qui consiste à regrouper toutes les images. Comme des layers, on remet tous les uns sur les autres et en plus, on fait en plus de créer des liants, de mettre la dove, donc la profondeur de champ. On peut mettre des effets visuels comme des glows, on peut changer les couleurs, baisser des expositions et un objet prend trop le dessus parce qu'il est trop coloré, on peut le baisser. Le compositing nous permet d'harmoniser l'image et de encore plus pousser les intentions qu'on avait de base en lighting. Alors quand l'image est terminée, il est temps de passer à la musique. Et alors la musique, c'était quelque chose de très particulier sur Les Inséparables parce qu'on a travaillé à différents niveaux. On a d'abord travaillé sur des chansons qu'on a créé avec le groupe Puggy, un groupe de pop belge qui est vraiment génial, avec qui on a l'habitude de travailler sur plusieurs films. Et j'adore parce qu'il s'adapte toujours aux besoins de la narration du film. Mais aussi, on a fait de la musique philharmonique pour ce qu'on appelle du score, pour habiller les séquences d'action, les séquences de fantasy. La musique philharmonique a été enregistrée par plus d'une centaine de musiciens à Budapest. Alors ça, c'est le bruitage du cockroach. C'est le seul bruitage que j'ai fait dans le film parce qu'évidemment, on a fait appel à des super professionnels. Tous les sons sont créés de A à Z dans un studio d'enregistrement. Quand les bruitages, les musiques sont finalisées, ça fait beaucoup de pistes qu'on doit assembler et ça s'appelle le mixage. Et pour la première fois, nous avons mixé toutes ces pistes en Dolby Atmos, qui est un son immersif pour une expérience premium au cinéma. We need to cut the strap. Alfonso, what are you doing? Just try harder. Et quand le mixage est terminé, on le rajoute à l'image et le film est fini. Alors pour se rendre compte de l'ampleur de ce projet, voici quelques gros chiffres qui claquent. Les Inséparables, c'est 30 000 jours de travail cumulé. C'est 150 ans de travail pour une seule personne. C'est 130 artistes. Il y a 20 nationalités, 1587 plans, 65 personnages différents, et je parle pas de la figuration. C'est 122 701 images au total qui représentent 90 années de calcul si on calculait ça sur une seule machine.
Voilà, maintenant le film est fini, il va vivre sa vie et je l'espère être vu par des millions de spectateurs. Alors ce film est un gros challenge mais aussi beaucoup de plaisir grâce au talent de toute l'équipe que je remercie du fond du cœur. Ouais, je sais pas, est-ce que j'ai couvert le truc